bienvenue à toutes et tous pour cette quatrième séance du cycle sur le retour de la gauche en Amérique latine organisée par la Fondation Gabriel Péri. Après le Brésil, le Chili et la Colombie, nous nous intéressons aujourd'hui au Mexique, pays de 130 millions d'habitants où la campagne électorale bat son plein à l'approche des élections fédérales de ce dimanche 2 juin. Des élections qui sont à la fois municipales, législatives et présidentielles avec près de 20 000 candidats dans un climat d'une violence assez inouïe, on aura l'occasion d'y revenir. Gouverné de 1929 à 2000 par le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, puis par le Parti Action nationale, le PAN, le Mexique a vécu dans une alternance entre ce parti-État corporatiste et le PAN, donc parti de droite. Il a expérimenté pendant plus de 30 ans la mise en œuvre de politiques néolibérales avec pour conséquence une dépendance accrue à l'économie mondiale et en particulier aux États-Unis, la montée des inégalités, la montée du secteur informel et de la pauvreté, la généralisation des bas salaires et des droits sociaux très faibles. Peu à peu, les mouvements sociaux, les organisations sociales et politiques se sont fédérés autour de la nécessité d'une rupture radicale avec ces politiques. Andrés Manuel López Obrador, figure de la gauche mexicaine, a incarné et porté cette volonté de changement. D'abord membre du Parti de la Révolution démocratique, le PRD fondé en 1989 est né d'une scission avec le PRI qu'il a présidé pendant 3 ans. Manuel López Obrador a été maire de Mexico de 2000 à 2005. Il s'est présenté 3 fois à l'élection présidentielle et c'est en tant que candidat représentant le mouvement de régénération nationale, le Morena, qu'il contribue à fonder officiellement en 2015, mais qui préexistait avant. C'est en étant candidat du Morena qu'il remporte la présidentielle en 2018, en coalition avec le Parti du Travail et le Parti de la Réunion sociale, sous la dénomination Ensemble, nous ferons l'histoire et avec pour slogan de campagne pour le bien de tous, priorité aux pauvres. Cette victoire est l'aboutissement de 12 ans de mobilisation populaire depuis la contestation post-électorale de 2006, lorsque AMLO, réclamant sa victoire à la présidentielle, avait appelé à investir la place de la Constitution. L'écart entre lui et l'autre candidat à la présidentielle était alors si faible que le résultat n'avait pas pu être proclamé après le scrutin. On aura l'occasion d'y revenir. Puis il y a eu d'autres mobilisations où les femmes ont joué un rôle majeur, comme lors du mouvement contre la privatisation de la compagnie pétrolière Pemex en 2007. Pemex est une institution d'État, un pilier de l'économie mexicaine depuis sa nationalisation lors de la période révolutionnaire en 1938. Elle pèse pour plus d'un tiers dans les ressources du pays. Les mobilisations syndicales des travailleurs et de la population se sont répétées ensuite lors de la réforme adoptée en 2013 autorisant la vente des puits de pétrole et des industries électriques, des privatisations auxquelles AMLO s'est opposé durant tout son mandat. Avec cette séance, nous souhaitons, comme lors des rencontres précédentes, revenir sur les raisons de cette victoire de Manuel López Obrador et la construction progressive d'un mouvement de masse populaire qui l'a rendu possible. Cela s'explique par une histoire singulière. Le Mexique est un pays qui est marqué par un fort niveau d'engagement et une politisation prononcée de la population. Le tissu social y est dense avec des mouvements sociaux et des organisations communautaires nombreuses. Le pays a aussi une tradition révolutionnaire et progressiste très ancrée. Il a été le théâtre de la première révolution du XXe siècle dans les années 1910, où la classe des paysans et la classe ouvrière, formée notamment par les mineurs, sont parvenus à prendre le pouvoir et à mettre en œuvre des réformes, notamment agraires. D'ailleurs, AMLO situe son action dans une continuité historique avec les 3 projets précédents de transformation de la vie publique qui ont eu lieu au XVIIIe et au XIXe siècle et dont le dernier fut engagé par le révolutionnaire Emiliano Zapata qui a lutté contre la dictature et pour une réforme agraire. Une figure qui a d'ailleurs inspiré depuis les années 90 l'armée zapatiste de libération nationale qui défend les droits des indigènes du Chiapas, le ZDLN, qui a d'ailleurs pris parti contre AMLO en 2006 et est en critique des politiques gouvernementales qu'il a menées jusqu'à aujourd'hui. On aura l'occasion aussi d'en discuter aujourd'hui. L'idée de cette rencontre est donc de contribuer à définir et caractériser le projet d'AMLO de quatrième transformation, de savoir si son mandat marque une rupture avec les politiques néolibérales,
On va voir quelles sont les réussites, les échecs et les critiques qui sont formulées à l'égard de ces politiques. Des critiques qui se sont par exemple concentrées sur ce qui a été appelé l'austérité républicaine et qui a été pensée par AMLO comme un moyen de lutter contre la corruption, mais qui s'est traduite par des dépenses dans le fonctionnement, des coupes dans les dépenses de fonctionnement des services de l'État et des licenciements. Donc, c'est voilà, un aspect de la politique mise en œuvre qui est fortement critiqué. On va y revenir. Et nous souhaitons enfin comprendre ce qui se joue dans la campagne actuelle et savoir qui est la candidate du Morena, donc Claudia Sheinbaum, qui est ancienne mairesse de Mexico de 2018 à 2003, qui a milité auparavant dans les mouvements étudiants dans les années 80. C'est une proche collaboratrice d'AMLO et elle a été une des principales actrices des mobilisations depuis le début des années 2000. Donc, quel est son programme? Entend-elle poursuivre ce projet de transformation? Plus globalement, comment se déroule la campagne? Quels sont les enjeux et les thèmes de cette campagne? Quel est le climat général aussi dans un pays où la violence est omniprésente, mais prend des proportions encore plus inquiétantes à l'approche du scrutin, puisqu'il y a de nombreux candidats qui ont été assassinés et leurs familles également qui ont été tuées. Alors, pour débattre de toutes ces questions, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir nos deux intervenantes. Isabelle Rousseau, bonsoir. Vous êtes professeure et chercheuse au Centre d'études internationales du Collège de Mexico. Vous avez été chercheur associé au Centre de recherche internationale de Sciences Po, le CERI. Depuis 2002, vous êtes membre permanent de l'Académie mexicaine des sciences. Vous êtes spécialiste des questions de l'énergie, des industries pétrolières et de leur gouvernance en Amérique latine et au Mexique tout particulièrement. Vous avez publié en 2017 un livre qui s'intitule Tribulations de deux compagnies pétrolières publiques, 1900-2014, qui compare les trajectoires de l'entreprise Pemex et de PDVSA, donc l'entreprise pétrolière du Venezuela. Et vous avez rédigé de nombreux articles dans différentes revues pour l'IFRI ou pour Alternative économique. Bienvenue, merci d'être avec nous. Également ce soir, parmi nous, Hélène Combe, vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Et vous venez de publier aux éditions du CNRS le livre intitulé De la rue à la présidence, foyer contestataire à Mexico, qui retrace l'histoire de la création du Morena depuis les mobilisations de 2006 et l'occupation de la place Zocalo, donc la place de la Constitution. Et vous décrivez dans cet ouvrage les parcours militants dans le monde du travail, mais surtout aussi dans le quartier et dans les familles, le parcours des acteurs et des actrices de ce mouvement populaire qui s'est progressivement construit jusqu'à parvenir au pouvoir. Alors, pour commencer cette discussion, je vous propose de revenir sur les raisons de la victoire de Manuel López Obrador à l'élection de 2018 et sur les grandes séquences des mobilisations sociales et politiques qui ont permis la construction d'un mouvement populaire ancré un mouvement de masse ancré dans les catégories populaires. Un mouvement politique aussi qui est venu du PRD et qui a abouti à la création d'un nouveau mouvement, le Morena, et qui a réussi à construire des alliances avec les mouvements sociaux préexistants au Mexique et aussi à constituer des structures assez innovantes pour que les personnes, la population puisse s'engager dans les quartiers à différents niveaux et aussi s'engager dans la durée. Et puis aussi, on pourrait vous inviter à nous faire un rapide portrait de cette figure politique de la gauche mexicaine, AMLO, encore peut-être mal connue en France, mais qui est en fait une figure progressiste du pays qui est là depuis des décennies et qu'on a envie de mieux connaître aujourd'hui. Comme toutes les deux, vous l'avez côtoyé à différentes périodes de sa vie et de vos vies. Ce sera intéressant de vous entendre. Donc, pour commencer, je passe la parole à Hélène et ensuite Isabelle pour le portrait. Très bien. Oui, donc en fait, vous l'avez rappelé hein, dans votre propos introductif, hein, López Obrador a été candidat 3 fois à l'élection présidentielle deux fois, pardon, à l'élection présidentielle, non, 3 fois hein, à l'élection présidentielle avant de remporter l'élection en 2018. Et donc, c'est important hein, de retracer sur le long terme cette trajectoire politique. Hein.
En fait, il a commencé, s'est engagé très tôt en politique, d'abord au sein du Parti révolutionnaire institutionnel, le parti hégémonique, mais dans l'État du Tarasco, où ce parti avait un profil assez particulier. Il y avait notamment un intellectuel de gauche qui était très présent, Carlos Pellissier, qui a été un peu son mentor. Et Isabelle reviendra sans doute sur ce moment très particulier des années 80-90 où elle a côtoyé López Obrador. Et en fait, dans les années 90, donc après la création du Parti de la Révolution démocratique, López Obrador a eu une assez forte présence à l'échelle du parti, du PRD. Il a été président du PRD de 96 à 98 et surtout, il a amené le parti à une double première victoire historique. Le PRD remporte la mairie de Mexico en 97 et c'est la figure historique de Cuauhtémoc Cárdenas qui va être maire de Mexico. Mais aussi 97, c'est la première fois que le parti hégémonique perd la majorité au sein du législatif le PRD va être très présent. Et notamment déjà, López Obrador avait mis en place ce qui s'appelait les Brigades du Soleil, puisque le PRD a comme emblème le soleil, qu'il avait déployé à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, en faisant du porte-à-porte. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce répertoire, qui peut paraître assez classique, mais qui n'était pas forcément au Mexique, c'est que ça permet à la fois de mobiliser très largement les sympathisants qu'on engage pleinement dans la campagne, et puis aussi, dans les années 90, d'avoir une présence nationale à un moment où les partis d'opposition avaient très peu accès aux médias. Donc ça, c'est un élément important parce que jusqu'à l'alternance de 2000, vraiment, notamment la gauche avait très peu accès aux médias. López Obrador remporte l'investiture pour la mairie de Mexico, vous l'avez signalé, et à la mairie, à la tête de la mairie, il va développer certaines mesures qui vont être très populaires, notamment une pension pour les personnes âgées, une pension universelle pour les personnes âgées, qui va être après d'ailleurs un des piliers de ces politiques sociales à la présidence. On reviendra sur ces questions des politiques sociales qui sont quand même restées assez modestes par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un parti de gauche. On y reviendra. Et donc, en effet, en 2006, il y a une élection extrêmement serrée, seulement 200 000 voix de différence, 900 000 votes qui sont annulés pour des raisons diverses et variées de procédure, mais ce qui est vécu par López Obrador comme une tentative de fraude électorale. Il lance une grande mobilisation à Mexico, un grand campement que j'étudie dans le premier chapitre de mon livre, où il va beaucoup s'appuyer, en effet, sur tout un réseau d'associations à l'échelle de Mexico, mais aussi à l'échelle nationale, d'associations diverses et variées qui sont nées, qui sont la cristallisation en fait des mobilisations du passé, notamment à Mexico, du mouvement urbain populaire. Et quand finalement, après 48 jours de campement, il décide de lever le campement, notamment parce que le tribunal électoral a, euh, a finalement concédé la victoire à son opposant, il décide de créer ce qui a été appelé le gouvernement légitime. Il crée une espèce de cabinet fantôme avec 8 ministres, 4 hommes, 4 femmes, dont Claudia Sheinbaum, qui va avoir le portefeuille de la défense du patrimoine national. Et parmi ce patrimoine national, il y a la compagnie Pemex que Isabelle Rousseau a étudié. Claudia Sheinbaum, qui a un profil, qui a déjà été ministre de l'Environnement à Mexico, qui a aussi une longue histoire avec la gauche mexicaine qui est parfois un petit peu oubliée. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus maintenant. Se retrouve en fait à la tête d'une mobilisation quand il y a un projet de loi pour réformer
les statuts de Pemex et qui est cadré par la gauche comme une tentative de privatisation. Donc Claudia Sheinbaum organise des forums avec des intellectuels. Et puis, en fait, elle va être à la tête d'une mobilisation assez originale qui s'appelait la mobilisation des Adelitas, c'est le deuxième chapitre de mon livre, où des brigades de femmes, alors les Adelitas, c'était les femmes révolutionnaires, des brigades de femmes vont être organisées et vont avoir d'abord comme vocation de bloquer, de faire un siège devant le Sénat pour empêcher le vote de la loi. La loi est ajournée. Et dans un deuxième temps, elles font tout un travail territorial à l'échelle des quartiers populaires de Mexico pour mobiliser autour d'une consultation citoyenne sur l'avenir de Pemex, mais aussi, en fait, elles donnent des fascicules. Il y a ce qu'on appelait alors le paquet informatif autour de Pemex. Hein. Donc, c'est assez singulier quand même hein, d'avoir comme ça une mobilisation qui traite de ces questions-là. Et cette mobilisation a été considérée comme victorieuse. Alors, je dis a été considérée parce que même en entretien, Claudia Sheinbaum me disait, oui, enfin, c'est pas si évident, c'est pas si simple, mais à un moment, on a tranché, on a fait comme si, en tout cas, c'était victorieux. Mais surtout, ça a posé des bases militantes et territoriales. On parle à Mexico de 100 000 de 10 000, pardon, j'ai du mal avec les chiffres, décidément aujourd'hui, de 10 000 brigadistes hein, qui sont déployés partout, en particulier dans les quartiers populaires. Et ça va poser les bases d'abord d'un courant du Parti de la Révolution démocratique. Hein, donc, dès 2010, on parle de Morena. Finalement, López Obrador a quand même l'investiture du PRD pour l'élection de 2012, hein, bien qu'il soit en partie en rupture de banc. Enfin, moi, je me souviens d'échanges avec le courant adverse à López Obrador qui rigolait de ce gouvernement légitime, qui me disait mais pourquoi tu suis ce gouvernement légitime? Ça n'a pas de sens, ça va vraiment du temps à perdre de partir en tournée avec López Obrador. Voilà. Et puis en 2011, hein, ils se sont rendus compte que non seulement il y avait ce travail qui avait été fait à Mexico, mais López Obrador, il a aussi visité tous les municipes mexicains, hein, plus de 2600. Et moi, je suis partie en tournée avec lui et des gens me disaient, mais c'est incroyable, jamais aucun politique n'est venu chez nous. C'est là, même les gouverneurs des États ne viennent pas. Et donc, il y avait quelque chose, donc il y avait dans des villages, des villages à peu près enfin, où les municipalités comptaient à peu près 3000 habitants. Il y avait 600 personnes qui venaient au meeting. Enfin, voilà. Et en fait, il a construit hein, cette popularité. Puis alors, en plus, il y avait la possibilité de s'enregistrer pour recevoir des informations. Donc, il a créé comme ça toute une base sociale de manière très, très besogneuse, très, très ordonnée. Donc, moi, je relativise hein, la question aussi une victoire qui serait liée au charisme de López Obrador, parce qu'il y a eu tout ce travail de structuration sur, en fait, 6 ans et plus après, hein, mais sur 6 ans d'abord, de manière très, très systématique et en mobilisant hein, des figures de la gauche mexicaine, qu'elles soient partisanes ou qu'elles soient associatives. Et donc, on peut comprendre ensuite cette victoire. Hein, alors, les éléments internes ne sont pas suffisants, hein, mais en tout cas, il a construit cette popularité depuis le territoire. Après, il y a des éléments qui sont plus liés à l'évolution du contexte politique. Il y a eu plusieurs gros scandales de corruption, les questions d'insécurité qui ont été de plus en plus importantes, qui ont aussi favorisé cette alternance. Et puis quand même, je pense qu'il faut le dire parce que ça a une incidence aussi sur la suite. Euh, pour la campagne de 2018, il n'était plus en rupture de banc avec les milieux d'affaires, les milieux entrepreneuriaux. Hein. Il a fait aussi des alliances avec eux, notamment des entrepreneurs du nord du pays, de Monterrey. D'ailleurs, et c'est très important, il avait annoncé
qui ne ferait aucune réforme fiscale, et il n'a pas fait de réforme fiscale. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important pour les classes moyennes supérieures et également pour le secteur privé. Et il a fait le choix de financer notamment ses programmes sociaux, mais plus généralement sa politique, à travers ce qu'il a appelé l'austérité républicaine, hein, et donc la réduction du train de vie de l'État, ce qui a aussi certaines limites, hein, en termes de marge de manœuvre. Et un autre élément sur lequel j'ai pas mal travaillé, il a aussi, il avait beaucoup mis en avant le fait que ça serait à travers la fin de la corruption qu'il pourrait dégager une marge de manœuvre en termes de finances publiques. Et évidemment, les choses sont un petit peu différentes à la fois parce que le temps judiciaire est un temps long, parce que aussi certains membres de son équipe sont aussi engagés aujourd'hui dans des procès pour corruption. Et donc, évidemment, tout ça est un petit peu plus complexe. Merci Hélène. Donc Isabelle. Oui, moi je voudrais faire tracer un bref portrait d'Andrés Manuel López Obrador, parce que je pense que c'est un personnage extrêmement intéressant au Mexique et que quelque part, si on arrive à cerner certains aspects particuliers pardon, de son caractère, ça peut expliquer en grande partie ses objectifs, ses obsessions aussi, et pourquoi finalement il veut se situer dans l'histoire, parce que je crois que finalement c'est son idée extrêmement importante, et c'est ça aussi la quatrième transformation, le programme, le projet qu'il met en œuvre en arrivant au pouvoir le 1er décembre 2018. Alors, Andrés Manuel, comme l'appellent beaucoup de gens ici au Mexique, non seulement ses suiveurs, mais aussi ses détracteurs. C'est la première fois qu'on appelle un président par son prénom, et ça devient maintenant une habitude, puisqu'on dit Claudia et Xochitl et plus Claudia Sheinbaum, etc. Mais je crois que ça, c'est aussi important, et parce que ça montre une sorte de proximité. Il sait créer une proximité avec les gens. Bon. Alors, qui est Andrés Manuel López Obrador? C'est un septuagénaire, un homme qui est né dans les années 50, qui est né au Tabasco. Et le Tabasco, qu'est-ce que c'est? C'est un État qui a une façade atlantique importante, c'est un État du Sud-Est. Le Sud-Est a toujours été quelque part relégué vis-à-vis de la modernisation du pays. Donc, c'est un État plus pauvre, quoique c'est un État où il y a du pétrole. Donc, c'est un peu mitigé. Mais c'est un État particulier. Pourquoi? C'est un État qui a été isolé pendant très, très longtemps, parce que c'est un État où il n'y avait pas de route qui traversait le Tabasco. Et jusque dans les années 50, c'était un État où on naviguait par des petites embarcations, et il y a des grands fleuves, il y a des étangs, des lacs, et c'est toujours très compliqué. C'est un État euh, complètement tropical, avec les bons et surtout mauvais aspects des tropiques, c'est-à-dire des moustiques, une chaleur absolument infernale, 45 degrés. Et en même temps, ça a été un état de grande plantation, une enclave de monoculture, de la banane, du café, du cacao également. Et puis ensuite, on a découvert du pétrole et beaucoup de pétrole à partir des années 60 et 70, et l'économie du Tabasco va changer. Alors, c'est en même temps un État qui est extrêmement politisé. Les gens sont très politisés, beaucoup plus que dans le reste du Mexique, et où prédomine le radicalisme. Le radicalisme, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt des socialistes, des gens de gauche. Et ça, c'est très important. Il y a eu un gouverneur qui était très important, qui s'appelait Tomás Garrido, qui était un anticlérical féroce. Et je pense que si l'on note l'anticléricalisme, Tomás Garrido voulait aussi transformer le Tabasco. Et López Obrador, quelque part, c'est aussi une figure qui l'intéresse. Alors, la question religieuse
pour López Obrador, c'est quelque chose qui reste encore un peu nébuleux, on ne sait pas très bien. Il n'a jamais eu une attaque spécifique vis-à-vis de l'Église ou contre l'Église. Et on le fait osciller entre le catholicisme, les églises protestantes, etc. López Obrador est un tabasqueño, c'est-à-dire c'est un homme du Tabasco avant toute chose. C'est un Mexicain très nationaliste, mais c'est un homme du Tabasco. D'ailleurs, il a conservé l'accent, qu'il cultive avec beaucoup de goût, une voix un peu nasillarde, des expressions du Tabasco comme fifi, qui sont des expressions qui font sourire et qui le rendent sympathique aussi, même pour les gens qui ne l'aiment pas. En même temps, Andrés Manuel a toujours été préoccupé par la question sociale et par la justice. Moi, je l'ai connu dans les années 80. Il était directeur de l'Institut national indigéniste et je l'ai connu dans des communautés indiennes, dans la Chantalpa, avec les Indiens Chantal, à Nakajuca. Et c'est vrai qu'il était un leader pour ces gens. C'était quelqu'un de jeune à l'époque, encore, qui n'avait pas, disons, de trajectoire politique. Il faisait partie du PRI. Mais la question sociale et la question des injustices vis-à-vis des Indiens et vis-à-vis des paysans pauvres, c'était quelque chose qui le tracassait énormément. C'est quelqu'un qui est profondément nationaliste, avec tout ce que ça comporte aussi de méfiance vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des Espagnols, bien sûr, de tous ces étrangers qui sont arrivés au Mexique et qui ont envahi le pays, les Espagnols, les États-Unis, bien entendu, et même les Français, parce que les Français ont envoyé une expédition. Bon. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'important. Le nationalisme, c'est un peu la fierté d'être mexicain. Il faut préserver le patrimoine historique, culturel, territorial du Mexique et le faire fructifier, euh, en particulier contre le rival naturel qui est les États-Unis. Il ne faut quand même pas oublier que le Mexique est un pays pauvre, en tout cas pas aussi développé que les États-Unis. Il y a 3500 kilomètres de frontières communes avec les États-Unis et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. L'influence et le fait de se démarquer par rapport aux États-Unis pour un pays qui est beaucoup plus pauvre, c'est quelque chose qui est vital pour lui aussi. Et il faut protéger les ressources mexicaines, les ressources du sol, les ressources du sous-sol, dont le pétrole, mais pas seulement le pétrole, les produits miniers. Et pour cela, il n'y a qu'un acteur qui peut le faire, c'est l'État. L'État doit prédominer parce que c'est seulement l'État qui peut assumer ces tâches et cette mission également. Il ne faut surtout jamais abandonner le pouvoir au secteur privé qui, de toute façon, n'a pas cette dimension. Par ailleurs, par rapport à ce que disait Hélène, c'était un très bon résumé de toute sa trajectoire, mais ça montre bien que López Obrador n'est pas un outsider, alors que quelque part, il tend à se présenter un petit peu comme ça. C'est un homme qui a fait de la politique depuis 50 ans, quand même. C'est un homme de parti aussi. Il a appartenu au PRI, à ce parti monopolique. Il faisait partie de l'aile gauche du PRI, c'est-à-dire une aile, le PRI, c'est un parti qui s'était positionné au centre de l'échiquier politique mexicain, avec des gens à gauche qui pouvaient être des marxistes d'ailleurs, des socialistes et des gens à droite qui étaient des monétaristes, des libéraux. Donc c'était d'une certaine façon quelque chose d'assez fascinant. C'est ce qui peut expliquer aussi sa longévité. Bon, lui était à gauche et il était proche, à l'époque où moi je l'ai connu, de quelqu'un qui était... enfin, lui faisait partie de l'aile gauche du PRI. C'est important de mentionner le PRI parce que le PRI, c'était un parti, mais c'est aussi une culture politique. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une culture politique qui imprègne les autres partis et les partis d'opposition également. Et c'est une école. Le PRI avait des cadres et il formait les cadres politiques. Et Andrés Manuel López Obrador a été également formé par le PRI. Et puis ensuite, il en sort en 89, 90, bon, pour certaines raisons, de toute façon, Hélène l'a expliqué. Mais en même temps, lorsqu'il était au PRI, il avait quand même une grande liberté parce que le PRI était quand même un parti extrêmement structuré
Et il a organisé des mouvements sociaux depuis le Tabasco dès les années 80, dès la fin des années 78. Euh, et, euh, et très souvent contre un des syndicats, le syndicat des paysans du Prix. Donc, il y avait quand même une distance. Et puis, il a été très proche aussi de quelqu'un très proche du PMT, du Parti mexicain des travailleurs, qui était Héberto Castillo, et qui l'a beaucoup influencé. Donc, il y avait cette espèce de je suis un homme du Prix, mais en même temps, je suis à gauche. Donc, il avait cette espèce de fluidité qui lui permettait une grande liberté d'action. C'est quelqu'un qui a un énorme charisme, et ça, je l'ai vu avec les Indiens, c'est-à-dire, et c'est vrai qu'il y a toute une construction du charisme, mais il a un charisme personnel qui est extraordinaire. Ça en fait vite un leader naturel. Les paysans au Tabasco, les communautés indiennes, pour eux, c'est leur leader, même si le gouvernement actuel que lui-même dirige n'a pas des mesures favorables envers eux, c'est le problème du gouvernement, mais lui est intact quelque part. Et ça, c'est une grande force de pouvoir quelque part sortir intact vis-à-vis des problèmes qui sont éventuellement créés par le gouvernement qu'il peut, qu'il dirige. Il a une facilité de parole, il trouve les mots exacts pour caractériser une situation ou caractériser des personnages qui en font un personnage bon, tout à fait sympathique. On se sent proche de lui. Euh, et en même temps, il a une connaissance extraordinaire, et Hélène l'a montré, de tous les recoins du Mexique, parce qu'il est allé absolument partout, 3 fois, durant toutes ses campagnes. Donc, tout le monde le connaît d'une certaine façon. Et ça, c'est extrêmement important, outre le fait que ça lui a permis de construire de multiples réseaux et de multiples loyautés personnelles. Parce qu'il y a une personnalisation du pouvoir qui est aussi extrêmement forte. Et enfin, ce que je voudrais terminer par dire qu'il se sent personnellement investi d'une mission. Et sa mission, c'est après 30 ans de gouvernement néolibéraux, c'est ramener dans le droit chemin son pays qui a été fourvoyé, dévoyé aux mains des néolibéraux. Et dans ce sens, il s'inscrit comme le leader de la quatrième transformation, après 3 grands personnages, Benito Juárez, qui avait lutté au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, qui était un libéral, mais qui avait lutté qui avait récupéré les biens immobiliers de l'Église et lutté contre l'invasion française. Morelos, qui était en 1910 le président et qui a été assassiné ensuite, qui préconise la démocratie et surtout la non-réélection, c'est-à-dire aujourd'hui, aucun président au Mexique ne peut prétendre à une deuxième réélection, enfin une deuxième élection. Et enfin, Lázaro Cárdenas, qui est un homme extrêmement populaire et important parce que c'est lui qui a exproprié les compagnies pétrolières américaine et anglaise, pardon, du Mexique. Donc, tous ces personnages, quelque part, ont mis en avant la souveraineté nationale, la souveraineté énergétique, la souveraineté contre le pouvoir de l'Église, etc. Et ça, je crois que Andrés Manuel López Obrador est véritablement marié avec ses objectifs et avec ses grands idées. Ben, merci beaucoup Isabelle et Hélène précédemment. Donc pour ce portrait et ce retour un petit peu sur ces dernières années qui expliquent cette victoire, je vous propose maintenant de revenir plus sur le mandat de López Obrador, le bilan des politiques qui ont été conduites. Vous en avez déjà parlé. Il y a la question de revenir sur ces politiques néolibérales qui ont cherché à privatiser plusieurs secteurs. Donc le projet de transformation, c'est celui de d'abord réaffirmer, restaurer, comme vous l'avez dit, le rôle et la souveraineté de l'État dans les différents secteurs économiques, dans l'énergie, vous en avez parlé, mais aussi dans l'agriculture. Par exemple, à travers le programme Semer la vie, qui soutient l'agriculture paysanne et vise la sécurité alimentaire,
Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Et puis sur quelles ont été les différentes politiques et programmes et les réformes portées par l'administration AMLO et quels ont été leurs résultats en termes de ce qui était la priorité dans la campagne, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté. Donc, j'ai vu par exemple que 4 millions, plus de 4 millions de personnes étaient sorties de la pauvreté à l'issue de ce mandat. Qu'en est-il aussi des réformes concernant, qui visent l'amélioration des conditions de travail? Il y a des congés payés qui ont été attribués aux salariés, alors que le Mexique était parmi les pays de l'OCDE, voire même le pays de l'OCDE avec le moins de congés pour les travailleurs. Qu'en est-il de la protection sociale? Quelles ont été les réformes mises en œuvre? On sait qu'il y a eu une politique visant à l'augmentation des salaires, notamment des bas salaires et du salaire minimum, qui a quand même été doublé à travers plusieurs vagues de hausse, ce qui a permis, euh, ce qui a bénéficié à 20 millions de personnes, soit un tiers de la population active. On est donc sur des résultats qui sont tangibles pour les catégories populaires et le monde du travail. Et puis, on a eu aussi ce qui avait été commencé à être fait à l'échelle de la ville de Mexico, mais la généralisation des pensions de retraite. Donc, voilà, des allocations qui permettent de vivre aux différentes étapes de l'existence, depuis le plus jeune âge jusqu'à un âge avancé. Donc, des réalisations, vous le disiez, des politiques sociales qui sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé voyant une personne de gauche arriver au pouvoir, mais tout de même, les résultats sont tangibles. Alors, vous avez, on reviendra après sur les critiques, mais effectivement, il n'y a pas eu de politique de réforme, il n'y a pas eu de réforme fiscale. Donc, ce qui limite quand même les politiques sociales. Mais voilà, est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama de ce qui a été mis en place avec les résultats et peut-être les limites Oui, ou les alors je échecs? veux bien commencer sur la question à la fois liée au monde du travail et puis aux politiques sociales. Donc, en effet, il y a eu une réforme du travail et je pense qu'elle est très importante sur pas mal de volets. Donc, la hausse du salaire minimum, vous l'avez rappelé, donc ça a eu quand même des conséquences très, très importantes en termes de pouvoir d'achat. C'est un élément très important. Quelque chose qui est beaucoup moins connu et qui est quand même aussi important, c'est en fait les réformes liées à la syndicalisation. De manière assez étonnante, quand il y avait eu la première alternance en 2000, il n'y avait pas eu la fin du régime semi-corporatiste. Donc, c'était le parti hégémonique fonctionnait en fait avec des systèmes d'affiliation à des syndicats uniques. Ce gouvernement a aussi réformé cette question syndicale et je pense que c'est très, très important d'un point de vue démocratique ça nécessite d'être mentionné. Il y a des choses beaucoup plus dont on ne parle pas beaucoup au Mexique et qui pourtant me semblent vraiment essentielles. Il y a aussi tout un travail qui a été fait sur la prise en compte des travailleurs, des travailleuses domestiques. C'est une réalité latino-américaine essentielle. C'est là que se nichent les éléments les plus violents des rapports de classe dans les sociétés très inégalitaires que sont les sociétés latino-américaines. Donc, avoir une reconnaissance de statut pour ces populations qui parfois vivent dans une forme de semi-esclavage, c'est extrêmement important. Et on a parfois reproché aussi à López Obrador de ne pas avoir de mesures assez ciblées à l'égard des femmes. Ça n'est une à l'égard des femmes de milieux populaires. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Je voulais aussi revenir sur un certain nombre de programmes sociaux. Isabelle en évoquera peut-être d'autres. Donc, en effet, il y a cette question de la pension universelle pour les personnes âgées. López Obrador a choisi de rompre avec les logiques de politiques ciblées. Le Mexique avait été à l'avant-garde des politiques qu'on appelle conditionnées, ciblées. Donc, on identifie d'un point de vue statistique les populations les plus pauvres et on va leur donner donc un apport financier, mais de manière très, très précise. C'est un modèle qui a été élaboré au début des années 90 au Mexique.
qui a été considéré, qui a gagné beaucoup de prix d'organisations internationales, du FMI, qui a circulé internationalement, même dans les pays d'Afrique, hein. Il y a l'anthropologue français Pierre de Sardan qui a appelé ça un modèle voyageur. Voilà. Et donc, pour la question des personnes âgées, Lopez Obrador a rompu avec ça en faisant une pension universelle. Donc, ce qui lui attire souvent des critiques, hein, en disant mais pourquoi finalement les classes moyennes, elles auraient besoin d'une pension universelle. Et là encore, je pense qu'on invisibilise complètement les effets que ça a sur les femmes. Beaucoup de femmes de classe moyenne étaient des femmes au foyer, n'ont pas de retraite, et qu'elles soient restées en couple avec leur mari ou qu'elles aient été séparées, qu'elles se soient séparées, bien souvent elles ont une relative peu, elles n'ont pas d'autonomie financière, paradoxalement beaucoup moins que les femmes de milieu populaire, qui bien souvent sont des femmes dont le taux d'emploi est en réalité très élevé, même si c'est dans le secteur informel. Et donc cette pension universelle, elle est extrêmement importante pour ces femmes qui n'ont pas eu de retraite. Et donc ça aussi, c'est un élément hein, qui n'est pas assez dit et qui me semble important. Dernier point sur les politiques sociales mises en œuvre. Donc avant, les programmes sociaux au Mexique étaient ciblés sur les femmes célibataires, les populations indigènes ou selon des critères de pauvreté extrême. Lopez Obrador a choisi de créer des bourses pour les jeunes et les enfants. Alors, pourquoi ce choix? Ce choix, il est double. D'abord, pour maintenir la scolarisation. Beaucoup d'enfants de milieux populaires étaient déscolarisés pour travailler. Beaucoup d'adolescents étaient déscolarisés et parfois recrutés par les cartels dans certaines régions. Et donc, il a fait le pari, en fait, de les maintenir dans la scolarisation. Alors, est-ce que c'est suffisant? Bien sûr, non. C'est pas que la pauvreté qui pousse les jeunes vers le crime organisé, vers les cartels. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a ce choix-là qui a été fait et qui est aussi un basculement en termes de conception hein, des programmes sociaux et ça me semblait important de le signaler. Oui, Merci. bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hélène. Je voudrais simplement compléter un certain nombre de points. Je voudrais aussi rappeler qu'avant les programmes ciblés, l'État mexicain, depuis les années 40 jusqu'à 90, en gros, a quand même construit des institutions sociales qui, bonnes ou pas bonnes, fonctionnaient avec beaucoup de corruption, beaucoup de bureaucratie. Oui, effectivement, les 30 années de néolibéralisme ont rompu avec ça parce qu'il fallait dégraisser l'État, il fallait lutter contre la corruption et l'inefficacité, c'est le discours néolibéral classique, et donc on crée des programmes ciblés. Avec des listes, des bénéficiaires bien ciblés. À partir de 2019, pardon, Lopez Obrador va à l'encontre de ce programme, Hélène l'a dit. Effectivement, ce sont des programmes universels qui ne sont plus ciblés. On ne veut plus conditionner les pauvres, on ne veut plus les contrôler parce qu'auparavant, il y avait un contrôle. Il y a un transfert direct d'argent, alors avec des sommes différentes selon les programmes. Et ça, c'est important pour plusieurs choses. Alors, premièrement, c'était lutter contre la corruption parce qu'il y a des intermédiaires. D'autre part, il faut aller très vite. Andrés Manuel López Obrador veut que le plus de monde possible reçoive très vite de l'argent et puisse en bénéficier. D'autre part, ça a un impact positif. Pourquoi? Parce que ces transferts d'argent font que, quelque part, les personnes utilisent à leur bon escient ou mauvais escient cet argent, mais ça réactive l'économie locale. Et ça, c'est extrêmement important. Et on peut comprendre qu'effectivement, dans les campagnes, dans les quartiers pauvres des villes, tout d'un coup, il y a de l'argent frais qui arrive parce que ces gens-là ont de l'argent.
ont un petit peu d'argent. Parfois, ils montent éventuellement un petit négoce de tacos, des choses comme ça, et ça permet une circulation de l'argent. Et pour l'économie, c'est extrêmement important. Il y a un certain nombre d'instruments. Il y a une banque, parce que ces populations reçoivent une carte, et avec ça, elles peuvent bon, échanger, par exemple, des livres, des choses comme ça, avec cette carte. Et il y a des banques, et il y a actuellement un réseau bancaire, des banques de l'État, des banques du bien-être, qui est le plus grand de tout le Mexique. Et les intermédiaires, maintenant, sont des gens qui s'appellent les serviteurs ou les servants de la nation, qui sont employés par le ministère du Bien-être, mais qui sont directement au service du président et de la présidence. Et c'est eux qui vont directement dans tous les recoins du Mexique livrer ces bourses. Mais il y a un mauvais aspect de cela, c'est la désinstitutionnalisation. Pourquoi? Parce que, et ça va avoir un aspect extrêmement important sur la santé, parce que l'argent a été mis sur les programmes, sur les bourses, et on n'a plus donné l'argent. Les néolibéraux, les gouvernements antérieurs avaient déjà abandonné toutes ces institutions sociales, de la santé, de l'éducation, de l'habitat. Et la question, c'est que ce gouvernement n'a pas mis d'argent non plus, donc il les a laissés d'une certaine façon à l'abandon. Et ça a pu avoir sur certains plans quelques effets tout à fait néfastes. Alors ça, c'est une première chose. Donc, un effet intéressant au niveau de l'économie locale, mais un effet tout à fait néfaste au niveau institutionnel. Bon, je ne vais pas revenir sur la politique du salaire minimum parce que vous l'avez évoqué. Je voudrais parler aussi d'un programme qui est très intéressant qui s'appelle Les jeunes qui construisent le futur. Ça, c'est un programme qui a été mis en place tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il remplace ce qui existait auparavant dans les années 70, qui était l'apprentissage. C'est-à-dire un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sortait de l'école primaire, avait allé et puis il était apprenti. Et il trouvait du travail. Malheureusement, ça a disparu. Et avec les néolibéraux, il n'y a rien eu qui a véritablement remplacé ce vide. Et il y a tout le problème des ninis. Les ninis, c'est les gens, les jeunes qui ni ils vont à l'école, ni ils travaillent, ce sont les ninis, et c'est de la chair à canon pour le recrutement pardon, des cartels de la drogue. Et donc, ce programme a justement, c'est un programme qui donne énormément d'argent, puisqu'il donne le salaire minimum, c'est-à-dire 7 750 pesos, je crois, par mois. Et ça permet à des entreprises privées, petites, grandes, etc., ou des organisations sociales, d'embaucher pendant un an des jeunes et de leur donner cet argent. Et comme ça, ils peuvent trouver du travail. Parce qu'un jeune qui sort de l'école, s'il n'a pas une expérience antérieure, très difficile qu'on l'embauche. Donc, très souvent, il restait un petit peu sur le palier. Et il y a quand même eu près de 3 millions de jeunes qui ont bénéficié de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a eu un succès quand même assez important. 60% des jeunes qui ont bénéficié de ce programme a pu trouver un travail. Alors, le grand problème, c'est la politique de santé. Et ça, je crois qu'il y a un grand échec sur la politique de santé qui est dû justement à cette désinstitutionnalisation en partie. Alors, il y a un grand échec. Pourquoi? Parce que pour les mêmes raisons, c'est le résultat le plus fragile. Il y a une destruction. Alors, premièrement, il y a un grand problème depuis toujours dont a hérité ce gouvernement du système de santé, c'est l'aspect fragmentaire. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement un système universel de la santé, mais il y a plusieurs caisses de santé. La caisse pour les salariés du privé, la caisse pour les salariés de l'État, la caisse pour les travailleurs de Pemex, pour les travailleurs de la CFE, etc. Et ce qu'on appelait auparavant le Seguro Populaire, c'est-à-dire une caisse de sécurité sociale pour les pauvres, ceux qui n'ont pas accès aux autres caisses.
la question, c'est que ce Seguro Popular a été détruit immédiatement et on l'a remplacé par quelque chose qu'on a appelé l'INSABI, mais qui en fait n'a jamais fonctionné. Alors, il faut quand même dire qu'à la décharge du gouvernement, la pandémie est arrivée à ce moment-là, et effectivement, l'INSABI n'a pas réussi à fonctionner parce que je veux dire, le problème de la pandémie était majeur. Et la question, c'est que bon, ben, finalement, tous ces gens n'ont pas eu une attention pendant très longtemps. Et à partir de l'an dernier, c'est-à-dire début janvier 23, on oriente tous ces pauvres vers les cliniques de l'IMSS Bienestar, qui sont des cliniques qui, de toute façon, n'ont jamais eu beaucoup de moyens, qui n'existent pas dans tout le Mexique, qui existent dans un certain nombre d'États, 21, je crois, mais au moins dans 8 États, il n'y a pas de clinique de l'IMSS Bienestar. Donc, où vont ces pauvres? On ne sait pas. Ils vont nulle part, ils ne savent pas où se diriger. Et puis d'autre part, les autres, ceux qui vivent de l'économie informelle, etc., eh bien, et on a vu s'éclore énormément de pharmacies privées avec des petits cabinets de médecins où vous avez des étudiants de médecine qui pratiquent là. C'est gratuit sans être gratuit parce qu'on donne toujours quelque chose et on est soigné là. Donc, quelque part, cet argent que les gens peuvent recevoir par ces programmes va dans les poches du privé, de ces pharmacies privées, ce qui est quand même un problème. Et puis, il y a un autre gros problème, c'est l'achat des médicaments, c'est le problème des médicaments. Euh, En fait, jusque dans les années précédentes, il y avait un fournisseur pour tous les hôpitaux publics, il y avait un fournisseur euh, pour l'année qui concentrait tous les médicaments et qui les distribuait dans les différents hôpitaux. Andrés Manuel López Obrador, quand il est arrivé au pouvoir, AMLO a décrété qu'il y avait beaucoup de corruption, c'était sans doute vrai, a décrété que les prix étaient beaucoup trop élevés, c'est sans doute vrai. La question, c'est que il a changé 7 fois de stratégie et finalement, il a décidé d'annuler ces contrats. Et il y a eu 4 ou 5 instances, entités qui étaient chargées de redistribuer les médicaments. Ça a très mal fonctionné parce on est passé de 98% de fourniture de médicaments à 70%. Ça veut dire que 30% des médicaments n'ont jamais été distribués. Il y a eu un grand scandale avec les enfants ayant le cancer dont les parents ne trouvaient pas de médicaments parce qu'ils n'étaient pas distribués. Alors là encore, je crois qu'il y a une très grande conscience de ce problème de la part des candidates et en particulier de Claudia Sheinbaum. Elle sait très bien que la politique de la santé, c'est un must pour cette administration parce que véritablement, là, c'est un échec. Merci beaucoup Isabelle pour nous donner voilà, à la fois des éléments sur les réussites, mais aussi sur les échecs. Et c'est vrai que c'est paradoxal quand on se dit de gauche de ne pas penser en amont une politique de santé publique accessible pour tous avec un accès aux médicaments bien organisé, d'autant qu'on a eu à affronter la pandémie de Covid et on sait que le Mexique en a particulièrement souffert. Moi, je suis quand même assez surprise et agréablement surprise d'apprendre qu'il y a donc un ministère du bien-être et une banque du bien-être. C'est vrai que, bon, là, vous l'avez évoqué relativement succinctement, mais ça paraît être quand même des innovations intéressantes pour une politique progressiste à destination des catégories populaires. Maintenant, si vous le souhaitez, si vous en êtes d'accord, j'aimerais revenir sur la question de la politique énergétique, parce que c'est vrai que c'est central au Mexique. On a dit que ça représentait des ressources importantes pour financer les politiques publiques et les politiques sociales. Alors, au cours de ce mandat, il y a eu une tentative de revenir sur la privatisation de Pemex, des centrales électriques, de CFE. Il y a eu quand même l'échec d'AMLO à modifier la Constitution pour revenir à une nationalisation de ces secteurs-là. Malgré tout, il a réussi à faire revenir dans le giron de l'État un certain nombre de centrales électriques, jusqu'alors contrôlées par exemple par la multinationale espagnole Iberdrola.
Et puis récemment, il a procédé à la nationalisation d'une usine de production d'hydrogène contrôlée depuis 2018 par le groupe français Air Liquide. Dans la continuité de cette stratégie pour construire une souveraineté énergétique, il est parvenu à nationaliser les ressources en lithium. Ce qui paraît quand même, à l'heure de la transition énergétique, écologique entre guillemets, être particulièrement important. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse de cette question-là, sachant aussi que la candidate Claudia Sheinbaum de formation est ingénieure, spécialiste dans le domaine de l'énergie. Donc, a-t-elle l'intention, si elle arrive au pouvoir, de poursuivre cette reconquête de la souveraineté énergétique et de développer des programmes spécifiques pour essayer d'allier les questions de justice sociale, transition écologique, énergétique, etc., sous maîtrise publique? Donc, je ne sais pas, Hélène, si vous souhaitez, et excusez-moi, mais je vais faire le lien parce que vous avez répondu en répondant sur la question de la santé. Vous avez répondu à une question qui nous était posée dans le chat par Anna Blanc, qui disait AMLO souhaite être comparé à Juarez Morelos, mais il est son antithèse. Il a abandonné les pauvres, par exemple à Acapulco et Otis, où il y a une disparition du système de santé pour les pauvres. Donc là, merci parce que vous avez anticipé en répondant à la question. Et puis la question sur le financement du Morena par les cartels, on reviendra peut-être après. Oui, je vais laisser répondre Isabelle, hein, qui est spécialiste de ces questions, et moi pas du tout. Merci. Bon, moi, très brièvement, parce que l'heure tourne et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres questions. Alors, évidemment, l'énergie pour Andrés Manuel López Obrador, c'est quelque chose d'essentiel. Ça l'est de toute façon pour n'importe quel gouvernement, puisque l'énergie est au centre, au cœur de notre vie. On se chauffe, on s'éclaire, on mange, on s'éduque, etc. D'autre part, c'est quand même aussi la source de la croissance économique, puisqu'on a une corrélation entre la croissance du PIB et l'utilisation de l'énergie. Donc, ça, ce sont deux points importants. Et puis surtout, il y a une question extrêmement symbolique et politique qui est la nationalisation, mais plus que la nationalisation, l'expropriation du pétrole par Cardenas le 18 mars 1938 à 10 heures du soir. Et ça, aux grandes dames et à grande surprise du monde entier, en particulier les Américains qui ne pensaient absolument pas que ces pauvres petits Mexicains allaient s'affronter aux géants du Nord et expulser leur compagnie. Les Anglais étaient plus loin parce qu'il y avait des compagnies américaines, etc. Et ça, cette reprise en main des ressources de pétrole, le pétrole est quand même en 1920 le deuxième producteur du monde, ça a été extraordinaire. Et un pied de nez, bien aux États-Unis, et qui ont rigolé en même temps en se disant, de toute façon, ces pauvres Mexicains ne vont jamais y arriver, ils vont venir pleurnicher ensuite et venir demander de l'aide. Et puis, ben non, les Mexicains, ils ont réussi très bien à monter une compagnie, une industrie. Ensuite, il y a eu la nationalisation en 1960 de l'électricité. Et ça montre aussi la capacité du Mexique à se construire des industries qui fonctionnent tant bien que mal, avec des problèmes, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. Alors, dans les années 70, évidemment, alors, ça a été très important, la nationalisation du pétrole et de l'électricité. Pourquoi? Pour l'industrialisation du pays. C'est ça, vous parliez des bienfaits. Et c'est effectivement parce que les prix étaient subventionnés. Donc, ça permettait à la classe ouvrière de se chauffer éventuellement et de s'éclairer à bas prix et de pouvoir ne pas être payé non plus très bien. Et on a pu industrialiser le pays grâce à ça. Dans les années 70-80, c'est un petit peu l'inverse qui se produit. On trouve beaucoup de pétrole au Mexique. Le Mexique devient un grand pays exportateur. Il était interdit d'exporter du pétrole entre 1938 et 1970, en gros, parce que c'était se déposséder des biens de la nation. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que López Obrador, d'une certaine façon, revient un peu là-dessus maintenant. Et donc, le Mexique vit et on commence à exporter. Le Mexique devient le 6e producteur de pétrole au monde dans les années 1990, début 2000, et ça laisse énormément d'argent et c'est le fisc qui en profite. 40% des recettes fiscales de l'État les apporte Pemex, au détriment aussi de la compagnie. Avec
l'arrivée des gouvernements néolibéraux, il y a toute une critique à ces monopoles d'État, parce que ce sont des monopoles d'État, qu'ils sont évidemment inefficients, etc. Et on essaie de privatiser. Alors attention, c'est une privatisation partielle. On n'a jamais privatisé les ressources. Elles restent, les ressources restent du Mexique, restent au Mexique. Et d'autre part, c'est une privatisation de certaines branches, de certains segments dans la chaîne de valeur. Dans le pétrole, on a toujours préservé, sauf tout récemment, la branche upstream, c'est-à-dire l'exploration et la production, parce que c'est ce qui s'exporte et c'est ce qui rapporte beaucoup d'argent. Et on estimait que le reste, bah, finalement, c'est plutôt déficitaire. Un jour, c'est déficitaire, un jour, ça ne l'est pas. Donc, plutôt que les privés s'en chargent. La même chose pour l'électricité. La production d'électricité, on l'ouvre au privé. Par contre, la transmission et la distribution, ce sont encore des secteurs d'État. Donc, mais évidemment. Alors, quand Lopez, alors, il y a une grande réforme de l'énergie en 2013, parce qu'il y a eu beaucoup de petites réformes qui étaient partielles, qui n'étaient pas satisfaisantes vis-à-vis de la logique disons, de cette ouverture totale et de la formation d'un marché. 2013, il y a eu une grande réforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je voudrais simplement dire que Andrés Manuel López Obrador et Morena en général étaient férocement antagonistes à cette réforme et il n'a pas eu de chance parce qu'il a eu un infarctus au moment justement où était votée la réforme alors qu'il devait guider une grande marche, un grand meeting et puis finalement il n'était pas prêt. Enfin, c'est pas du tout sûr que ça n'a pas empêché, mais enfin symboliquement c'était assez intéressant de voir cette espèce d'incapacité d'agir. Quand il arrive au pouvoir, en réalité, bon, son idée, c'est l'État doit récupérer sa place centrale. Et ce qui est, c'est plus l'efficacité et l'efficience qui est au centre, c'est la sécurité énergétique et la souveraineté nationale qui sont véritablement les enjeux réels. Et donc, il faut freiner les activités des compagnies privées. C'est ce qu'il fait dès le départ, dès qu'il arrive. On ne donne plus de contrats ni sur la production de pétrole, ni pour les énergies renouvelables en particulier. Mais il y a une autre idée qui est très importante, qu'on oublie toujours de mentionner, c'est qu'il veut rééquilibrer la balance commerciale au niveau des importations et des exportations. Parce que c'est très bien, on exporte du pétrole, mais on importe des produits, puisque les raffineries ont été quelque part, n'ont pas reçu toute l'attention de l'État, etc. Et elles n'avaient pas été non plus aux mains des privés. Donc, je veux dire, la capacité de raffinage était très, très basse. Quand il arrive, il y avait 45% d'importation vis-à-vis de 55%, d'importation vis-à-vis de 55% d'exportation. Et finalement, l'argent qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Et il a toujours pris d'ailleurs l'image d'une orange. On fabrique des oranges et on envoie nos oranges chez le voisin pour qu'il fasse du jus et nous, on réexporte. On, on réimporte le jus d'orange à trois fois le prix. Complètement stupide. Donc, c'est l'explication enfin, c'est le raisonnement, la logique qui est derrière le fait de mettre un petit peu le paquet sur le raffinage, la raffinerie et de créer une nouvelle raffinerie dans le sud-est. Alors, il faut aussi dire que tous les grands travaux ont été entrepris dans le sud-est. Je parle également des transports avec cette idée d'une reprise en main aussi des chemins de fer par l'État, avec le train Maya, avec le train interocéanique. Ce sont des projets qui se font dans le sud-est parce que ce sont les États pauvres. Et ces États doivent en bénéficier. Les gens, les pauvres des pays du sud-est, disons, doivent bénéficier de cette manne d'argent qui va arriver pour la construction de la raffinerie, pour la construction du train Maya, pour la construction du train océanique. Et d'autre part, il y a des pôles de développement qui sont disons, qui sont créés autour de tout cela. Donc, pour l'électricité, il y a également toute l'idée de stopper avec
les compagnies privées, qui sont les compagnies, parce que dans le sexennat antérieur, il y avait une division. La compagnie d'État, la compagnie fédérale de l'électricité, était chargée de la génération, de la production de gaz, de la production d'électricité avec du gaz naturel. Et les compagnies privées devaient se charger elles-mêmes des renouvelables. Et là, je crois, on dit toujours que Andrés Manuel López Obrador est contre le climat et contre... Non, je crois qu'il est contre la privatisation et contre le fait que les compagnies privées puissent produire. Donc, il y a plus cet aspect qui est important. Alors, il y a quand même beaucoup d'écueils aussi dans toute cette politique. Je ne voudrais pas abonder là-dessus. Mais par exemple, le Pemex, c'est la compagnie la plus endettée au monde. Ça, c'est un grave problème et on ne sait pas très bien comment on va s'en sortir. Et d'autre part, il y a un autre problème, et je veux le mentionner simplement. Je veux dire, il existait déjà, c'est le gaz naturel. Actuellement, euh, l'électricité est produite principalement par le gaz naturel. Or, le Mexique importe le gaz naturel et il l'importe à 80% des États-Unis. Donc, on a une dépendance vis-à-vis des États-Unis qui est absolument terrible. Alors, cette dépendance, elle était due à une décision antérieure, mais que lui-même n'a pas révoqué. Et finalement, on le garde parce que le gaz de schiste aux États-Unis est très peu cher. À la limite, il le donne presque. Je veux dire, nous, on paye le gaz à 1,8 dollars le mètre cube et en France, vous devez le payer à 20, 30. Donc, évidemment, c'est très avantageux. Et si on le produisait au Mexique, ça serait peut-être plus cher. Mais on a quand même une perte de souveraineté très forte. Bon, et je voudrais parler très rapidement du transport parce que je pense que là encore, c'est intéressant. Toutes ces politiques avec des trains énormes, on revigore le chemin de fer qui avait été abandonné et qui avait été laissé aux mains des privés. Et Andrés Manuel López Obrador dit non, pas du tout. L'État doit reprendre en main le transport. Il y a des grands projets de train. Alors, il y a un grand projet, le train Mayas, c'est 1550 km, plus ou moins, qui traverse 5 États du Sud-Est. C'est un train de touristes, mais aussi un train de marchandises. Et il y aura 36 stations. Et chacune des stations sont également des pôles de développement possibles. Alors, les gens du CRU sont extrêmement contents. Les écologistes, beaucoup moins, parce qu'il y a des tas de problèmes et il y a des choses qui n'ont pas été très, très claires quant aux problèmes écologistes. Le train transocéanique, c'est un train qui va de l'Atlantique au Pacifique, dans la partie la plus étroite du Mexique, qui existait auparavant. Et là, l'idée, c'est de doubler le canal de Panama, qui marche très mal, et justement de transporter des marchandises sur 250 km de l'Atlantique au Pacifique. Et ça, c'est une très bonne idée. Et là encore, il y a des pôles de développement tout autour. Et enfin, l'aéroport, il y a un aéroport qui a été construit, qui a été repris à l'armée, et pour, disons, décharger un petit peu l'aéroport principal de la ville de Mexico. Alors, il faut quand même savoir que tous ces grands travaux sont aux mains de l'armée. Et ça peut aussi, ça pose des problèmes parce que là, l'armée gère des projets de trains, Dos Bocas également, l'aéroport et les douanes, et donc ça lui donne un pouvoir absolument extraordinaire. Et puis, peut-être, je ne sais pas si Hélène veut parler un petit peu de la politique alimentaire. Sinon, je peux en Alors, parler, moi. peut-être pas de la politique alimentaire, mais je pense que c'est important quand même de revenir sur cette question de l'armée, la question des grands chantiers. Donc moi, j'étais dans la péninsule du Yucatan cet été pour du travail de terrain. Et en effet, j'ai constaté ce que dit Isabelle, hein, c'est que ça donne du travail à des milliers de gens, beaucoup venant de d'autres États du sud-est mexicain très pauvres, notamment le Chiapas. Sur place, en 15 jours de terrain, moi je travaillais pas sur ça, mais c'était quand même un petit peu lié sur certains fronts. Et puis j'ai beaucoup circulé. Je n'ai rencontré localement aucune personne qui était opposée à ce train-Maya. Puis en fait, il suit le trajet en fait de la route nationale. Donc, je crois que quand même les conséquences écologiques sont un petit peu à relativiser. Les organisations écologistes se sont beaucoup mobilisées plus tôt depuis Mexico.
Voilà, mais en effet, quand même, le point qui pose question, c'est ce rôle de l'armée et beaucoup plus largement. Alors, pourquoi López Obrador a fait appel à l'armée? Je pense que c'est très lié à ce qu'on a évoqué précédemment sur son profil et sur redonner à l'État un rôle central dans les grands chantiers. Donc, il y avait l'idée que, en fait, l'armée contribue à la construction, mais aussi gère le chantier, donc attribue aussi à des entreprises. Et donc, l'idée, c'était vraiment que, finalement, la corruption au Mexique, elle était beaucoup passée par l'attribution de marchés publics, en plus des privatisations des années 80, des années 90, 80 et 90, qui a été vraiment de donner les entreprises publiques à des amis politiques. Donc ça a été vraiment un autre élément. Et donc, il reprend la main sur la question à la fois de grands travaux publics qui donnent de l'emploi massif, mais aussi il contrôle l'attribution des marchés publics parce que pour lui, c'était vraiment le nœud de la corruption au Mexique. Donc ça, c'est un premier point. Ça pose un certain nombre de questions parce que, par exemple, comme c'est l'armée, c'est des chantiers qui sont secret défense. Donc, on ne peut pas. Il y a toute une tradition au Mexique depuis le milieu des années 2000 d'accès à l'information publique. Le Mexique a été à l'avant-garde internationale sur ces questions-là. Donc, non seulement que ce soit classé secret défense, c'est en soi, ça peut questionner, surtout pour un gouvernement de gauche, mais en plus, il y avait cette tradition mexicaine de très grande ouverture sur la question des informations sur les finances publiques. Et plus généralement, donc ça pose quand même aussi question sur le rôle qu'il a donné à l'armée. Donc, par exemple, bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de violence politique et donc j'ai été auditionnée comme experte par la commission Vérité qui s'appelle le mécanisme d'éclairage historique, d'esclarecimiento histórico. Et des membres de la commission, ça se sait publiquement, mais enfin j'ai eu beaucoup de détails par rapport à ça, m'ont dit à quel point leurs recherches sur les assassinats, les disparus, les violences des droits de l'homme des années 70 et 80 sont entravées par cette relation que López Obrador a avec l'armée. Parce qu'en fait, il y a une continuité. Ce sont les mêmes qui ont lutté contre les guérillas des années 70 et 80. Enfin, les mêmes, oui et non. Mais en tout cas, en fait, il y a justement pas de rupture qui a été faite sur ces questions-là par rapport à l'armée. Et donc, ça pose quand même aussi des questions très importantes. Et donc, on leur a pas donné accès aux archives, ou on leur a donné accès aux archives, et puis quand on se rendait compte que certaines archives étaient problématiques, on leur retirait les archives, et ils revenaient, voilà, les cartons étaient vides. Et donc, d'un côté, on voit qu'en fait, ce gouvernement, il est pris dans plein de tensions contradictoires, parce qu'il a quand même, il y avait eu une première commission dans les années 2000, donc une nouvelle commission sur ces questions-là, et c'est quelque chose qui est pas évident. Et puis bon, il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui est un point central, mais peut-être qu'on va quand même aborder que rapidement pour qu'on puisse aussi discuter de la campagne, qui est le fait qu'il n'est pas revenu en arrière sur les questions de militarisation, sur les questions de militarisation liées à l'insécurité, donc et à la guerre contre les cartels. Donc je rappelle que le Mexique, c'est 3000 assassinats par mois, que depuis l'arrivée de López Obrador, c'est 80 000 personnes qui ont été assassinées. Le problème ne sera pas réglé à l'échelle du pays, bien sûr. C'est un problème qui est régional, doublement régional, donc qui concerne aussi évidemment la Colombie, le Pérou comme producteurs notamment de cocaïne. Maintenant, en fait, les cartels mexicains se sont beaucoup déplacés vers l'Équateur, qui est une sortie pacifique pour le trafic. Le Mexique n'est pas un pays consommateur et donc il paye un très lourd tribut avec cette guerre contre la drogue et puis ces affrontements localisés pour les États-Unis, qui est le pays consommateur. Et par ailleurs, il y a un autre élément qui, je pense, est important à souligner, qui est
qui est intéressant et peut-être mal connu du public français, c'est que, en fait, au-delà de la guerre contre les cartels, la situation de très grande insécurité au Mexique, mais aussi finalement de violence domestique, parce qu'on le sait, quand des armes circulent, ça a aussi des conséquences dans l'espace domestique en termes de violence de genre. Ces armes, elles sont produites très massivement aux États-Unis et elles sont achetées légalement par les cartels aux États-Unis. Et donc le Mexique demande aussi, bon, alors évidemment, interdire la vente libre d'armes aux États-Unis, autant dire que c'est prêcher dans le désert. Mais par exemple, quand les États-Unis régulièrement un meilleur contrôle de la frontière mexicaine, hein, le gouvernement mexicain dit mais il faut que vous contrôliez votre frontière aussi pour la question de la sortie des armes. En fait, la question des armes, elle est très, très régulée, très, très encadrée au Mexique. Les armes sur le territoire mexicain, alors il peut y avoir un peu de trafic avec l'armée, la police, à l'échelle locale, ça arrive. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même très important à souligner. Alors, il y avait une question dans le blog sur les rapports de López Obrador avec les cartels. Alors, c'est devenu une catégorie de la bataille politique d'accuser ses adversaires de collusion avec les cartels. Pour l'instant, celui qui a été extradé, c'est un ancien ministre d'un gouvernement du Parti Action nationale de droite, qui est actuellement en procès aux États-Unis, Garcia Luna, et plusieurs gouverneurs, anciens gouverneurs, notamment de l'ancien parti hégémonique Le PRI. Et donc, en fait, je pense qu'il faut être très, très, très prudent par rapport à ces accusations. Il y a parfois des travaux de journalistes qui sont assez peu précautionneux en termes méthodologiques. Il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi au niveau local. Donc, il peut y avoir des collusions locales du personnel politique, d'ailleurs de tous bords, avec des cartels de la drogue. Le Mexique est une société très fortement marquée par des relations denses d'interconnaissance. Alors, j'aimais bien une métaphore qu'utilisait un collègue qui a travaillé sur le narcotrafic dans le Michoacán et qui, par exemple, disait à mes étudiants, bon, bah, imaginez que là, vous êtes à l'école primaire et bah, dans 20 ans, vous êtes 20 là dans cette classe. Dans 20 ans, il y en a un tiers qui va travailler en fait en lien avec l'administration. Donc ça va être des policiers, ça va être des membres de l'administration locale. En plus, le Mexique est un système de dépouille, donc l'administration change à chaque élection. Il va y en avoir un tiers qui vont être engagés dans le narcotrafic et puis un tiers qui n'auront pas de relation ni avec l'administration ni avec le narcotrafic. Voilà. Et donc, en fait, et vous habitez dans le même village, vous participez aux mêmes fêtes, vous êtes invités. Alors, le Mexique, il y a les baptêmes, il y a les mariages, il y a les fêtes des 15 ans. Enfin, voilà. Et donc, régulièrement, il y a des journalistes qui sortent une photo d'un politique avec un narco local. Oui, mais en fait, la vie sociale mexicaine est extrêmement dense. Il y a de très nombreuses occasions de se retrouver. Je pense qu'il faut être très précautionneux par rapport à ça. Et surtout, moi, comme analyste de la vie politique mexicaine, ce que je constate, c'est que c'est devenu une catégorie de disqualification qui est partie prenante de la bataille politique. Et donc, il faut être vraiment très, très précautionneux avec ces questions-là. Et que, évidemment, il ne faut pas être naïve non plus. Il y a des formes d'interpénétration, mais qui, pour moi, sont locales, parce qu'on a pu même à entendre parfois, est-ce que c'est un narco-État? Enfin, là, je crois qu'on est très, 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 très loin de cette situation. D'autant plus que les cartels mexicains, alors il y a une grande diversité, les cartels au Michoacán, c'est pas les mêmes logiques que dans l'état du Guerrero, dans la région d'Acapulco, par exemple, dans l'état du Guerrero. On sait qu'à l'échelle locale, c'est beaucoup plus des anciens caciques du parti hégémonique qui se sont reconvertis dans la culture du pavot. Le Mexique est le deuxième pays producteur de pavot après l'Afghanistan. Et dans le Michoacán, c'est d'autres logiques qui ne sont pas les mêmes que dans le nord. Enfin voilà, il y a cette hétérogénéité du Mexique, mais quand même de manière globale,
il y a eu assez peu de velléité de participation en politique des cartels mexicains, contrairement à la situation colombienne. Il ne reste pas moins qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, hein, les campagnes électorales sont extrêmement violentes, donc avec une quarantaine de personnes là, qui ont été assassinées sur cette campagne. Alors, je voulais revenir sur cette question de violence politique dans une perspective longue. Donc, historiquement, la vie politique mexicaine c'est souvent, a souvent été très violente. Il y a eu des épisodes plus violents que d'autres hein, dans les années 50, à la fin des années 80, quand le Parti de la Révolution démocratique émerge. Et donc, on s'inscrit dans une histoire longue de la violence. Et c'est une histoire locale. Et donc, ce qui fait la caractéristique, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? Parce qu'en fait, jusqu'en 2018, il n'y avait pas de coordination du calendrier électoral. Hein. On disait que le Mexique était en élection permanente. En fait, la date des élections localement dans les États fédérés était conditionnée à l'histoire locale de l'État fédéré. Donc, quand il y avait eu sa constituante, à partir de cette date-là, il y avait des échéances régulières d'élections. Si bien qu'il pouvait y avoir des élections dans l'État du Chiapas au mois de novembre, des élections dans l'État du Tamaulipas au mois d'avril. Il n'y avait pas de coordination du calendrier électoral. Depuis 2018, il y a eu un effort de coordination du calendrier électoral, notamment parce que en fait, c'est une même instance depuis 2014, qui est l'Institut national électoral, qui organise les élections à l'échelle nationale, et puis aussi pour éviter cette situation hein, on était en campagne permanente. Alors quand on nous demandait mais quels sont les équilibres politiques, c'était toujours hyper compliqué parce que le Mexique était toujours en élection, donc enfin voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, ces candidats assassinés, mais surtout ces personnels d'appui assassinés, euh, sont en fait soit des petits candidats, enfin des candidats aux mairies, des candidats, en tout cas, sont des candidats locaux. Euh, et on en parle dans la presse nationale parce que en fait il y a l'élection fédérale et du coup ça met en lumière l'existence de ces assassinats qui ont été récurrents dans les années 90 et des éléments très très troublants, c'est qu'en fait c'est dans les mêmes États, l'État du Guerrero, l'État du Michoacán, avec de nouveaux États qui sont quand même présents, hein, comme l'État du Guanajuato, qui est un État très industriel où les cartels sont très très présents. Mais donc, en fait, il y a eu quand même des formes récurrentes hein, de recours à la violence dans les élections. Donc, aujourd'hui, sans doute que les cartels sont clés, mais les cartels hein, étaient aussi des formes finalement recyclées hein, de d'autres acteurs sociaux qui, par le passé, pouvaient être par exemple des caciques, locaux. Et il y a au moins un aspect, dans cette situation dramatique, il y a au moins un aspect positif, hein, c'est que aujourd'hui on en parle. Ça implique hein, que, alors c'est pas toujours bien fait, c'est pas toujours fait à temps, mais et c'est pas toujours suffisant, mais certains candidats bénéficient aussi de protection policière. Et surtout, ça fait partie du débat public. Hein. J'étais par exemple hier à un débat à l'Institut national électoral, une session de l'Institut national électoral, et l'essentiel du débat a porté sur cette question de la violence politique. Hein. C'est considéré comme un phénomène nouveau, on en parle beaucoup depuis 2021. En fait, ça s'inscrit dans une très longue, dans une très longue histoire, mais au moins c'est pris en compte. Et pourquoi on n'en parlait pas dans les années 90? Je pense que c'est quand même intéressant. C'était un moment où on considérait que le Mexique vivait une transition démocratique et parler des assassinats de militants à l'échelle locale, c'était à contre-courant de l'ambiance générale qui pensait que le Mexique allait rentrer dans la modernité politique avec la transition démocratique. Et je crois que cette question
de la violence en général et de la violence politique en particulier, montre toute la complexité de ce pays et la complexité aussi dans le fait de pouvoir gouverner ce pays, hein, parce que c'est vraiment un défi. Il y a des questions d'échelle locale, des questions à l'échelle nationale et puis des questions à l'échelle transnationale aussi, hein, comme je le disais, avec ces cartels hein, qui sont aujourd'hui dominants pas seulement au Mexique, pas seulement en Amérique du Nord. Je rappelle que le Mexique est en Amérique du Nord, parce que souvent on parle d'Amérique du Sud en France pour le Mexique, mais vraiment à l'échelle des Amériques. Et c'est là aussi qu'il faut, je pense qu'il faut resituer ça. On critique énormément le bilan de López Obrador en matière de sécurité. Enfin, faut prendre la mesure hein, de ces difficultés. Merci Hélène. Alors du coup, je relaye un petit peu les remarques qui ont été déposées dans le chat de Anna Blanc qui nuance sur la question des chantiers, trains Maya et aéroports, Dos Bocas, etc. Où elle dit que ce sont des chantiers où il y a beaucoup de problèmes de corruption, notamment pour ces enfants au travers d'Amy Caroline. Voilà, je vous laisse apprécier. Et puis également, elle demande certainement si c'est possible d'aborder sa politique à Brazos no Balazos. Je ne sais pas personnellement de quoi il s'agit, mais si vous voyez à quoi ça fait référence, vous pourrez dire un mot. Peut-être, comme on s'approche maintenant de la fin du webinaire, on pourrait focaliser l'attention sur la campagne électorale et les deux figures majeures qui se détachent. On a déjà quand même beaucoup parlé de Claudia Sheinbaum, mais on n'a pas vraiment compris qui était son adversaire, Xochitl Gálvez, qui est une femme de centre-gauche issue d'un peuple indigène, qui est portée par une alliance assez hétéroclite du PRI, du PAN, du PRD. Donc c'est assez surprenant d'avoir à la fois la droite et la gauche. Qu'est-ce qu'elle défend comme programme? Pareil pour Claudia, hein, quels sont les principaux aspects de son programme? Mais concernant cette candidate de droite, on voit que quand même on a une droite mexicaine qui apparaît plus civilisée, j'ai envie de dire, que celle qu'on a eu à connaître un peu sur le cas colombien, chilien, brésilien, et puis on a vu aussi argentin, où on a vraiment là l'expression d'une extrême droite très dure, hostile à l'État, à la puissance publique, mais aussi hostile aux droits des peuples autochtones, hostile aux droits des minorités, enfin des LGBT. Donc, quelle est un petit peu quelles sont les idées de cette femme qui donc affronte Claudia Sheinbaum? Quelles sont les chances peut-être de l'emporter de Claudia Sheinbaum dimanche? Et voilà, je vous laisse peut-être Hélène poursuivre. Et puis j'invite, Oui, excusez-moi, une dernière chose, alors, Oui, Ouais. j'aimerais Juste très succinctement, si parmi notre public, certains ont quelques rapides questions à soumettre, n'hésitez pas, on prendra 5 minutes peut-être pour y répondre. Oui, je voudrais simplement revenir sur l'histoire de la militarisation de la violence très rapidement Ah, pour répondre aussi à la question abrazos no balazos. En fait, ce qui se passe, alors moi, bon, abrazos no balazos, ça a été le lemme, disons, de la campagne et ça a été le discours et principal d'Andrés Manuel López Obrador durant tout ce sexennat, c'est il faut serrer la main au cartel et ne pas rentrer dans la bataille armée. Voilà. Bon, alors, c'était le diagnostic et l'hypothèse qui était derrière cela, c'est en réalité si il y a un tel pouvoir de recrutement des gens dans le Mexique, c'est parce que c'est à cause des inégalités, de la pauvreté. Donc, un programme devait lutter contre ça. En fait, c'est aussi méconnaître la force de recrutement du narco et toutes les logiques d'action territoriales. Simplement pour conclure et reprendre un peu ce que disait Hélène, mais très très rapidement, je crois que comme il y a un problème de sécurité réel, et d'autre part qui affecte la population mexicaine parce qu'on ne le dit jamais, mais il y a un déplacement des populations qui est une migration interne qui est extraordinaire. Les gens ont peur et ils s'en vont. Ou parfois, ils amplifient aussi l'immigration aux États-Unis. Ça, c'est un premier point. Je n'ai pas le temps de développer. D'autre part, la violence a beaucoup augmenté. Alors, oui, de toute façon, au Mexique, il y a toujours un peu de violence, mais il fallait comprendre ce qu'était la Pax Narca, la Pax Priista. C'est un gouvernement arrive
et il s'allie, en tout cas, avec un groupe et un cartel, et le cartel doit faire le ménage un petit peu sur tout le territoire. Celui qui met un coup de pied dans la poudrière, c'est Calderón en 2006-2007, qui militarise, et à ce moment-là, la violence s'accroît énormément. Le problème actuel, et ce sera le problème pour le futur, et ça c'est un véritable problème presque historique, c'est que la militarisation, le Mexique a eu beaucoup de mal pour rentrer les militaires, les remettre, disons, dans la vie civile. Ça a été Cárdenas, finalement, qui a été le dernier général, 1936, 1940 ou 42, qui a fait en sorte que l'armée n'ait plus ce pouvoir extraordinaire qu'elle avait auparavant. Or, là, on vient de lui redonner énormément de pouvoir, à la fois militaire, mais aussi administratif, un budget qui est 3 fois supérieur à l'ancien. Donc, ça pose un problème pour le futur. La personne qui va gouverner, quelle qu'elle soit, elle devra s'affronter à ce pouvoir des cartels. Et d'autre part, je pense que de toute façon, il n'y a qu'un pays qui a la clé en main, c'est les États-Unis. Les États-Unis, avec la question de... c'est le marché, en réalité. Donc, s'ils ne travaillent pas sur leur marché interne et d'autre part sur la vente d'armes libre, de toute façon, c'est très difficile pour un pays comme le Mexique de lutter contre ça. Voilà, ça c'était pour en terminer avec la militarisation. Je laisse la parole à Hélène. Merci. Oui, donc sur le profil de la candidate de la coalition d'opposition, Xochitl Gálvez, alors il faut peut-être revenir très rapidement sur la constitution de cette coalition qui peut surprendre. Alors, déjà en 2018, donc le Parti de la Révolution démocratique, le parti de centre-gauche dont était issu Claudia Sheinbaum et López Obrador, avait fait alliance avec le parti Action nationale pour la candidature à l'élection présidentielle. Donc, il y avait eu ce précédent. Alors, vous disiez, c'est un parti de droite qui est relativement civilisé. Donc, je raconte une petite anecdote que je trouve assez intéressante. Je participais à un colloque sur les partis de droite au Chili. Et un intervenant est venu me voir et je faisais une communication sur le Parti Action nationale. J'ai fait un gros travail d'archives sur le Parti Action nationale que j'ai pas beaucoup valorisé d'un point de vue académique. Et donc, un intervenant est venu me voir en me disant, mais en fait, tu n'as rien à faire dans ce colloque parce que le Parti Action nationale n'est pas un parti de droite. Donc, voilà, les communications qui étaient faites étaient par exemple sur la UDI au Chili, où il y a quand même une continuité avec le pinochettisme. Donc, en effet, c'est une droite qui a été social-démocrate chrétienne, en fait, démocrate chrétienne. Alors, il peut y avoir quelques éléments qui sont plus radicaux sur les questions sociétales à l'échelle locale, sur les questions d'avortement, mais par exemple, un des conseillers du candidat à la présidentielle en 2000 me racontait, me disait, oh, mais en fait, le candidat, Fox, il n'est pas contre l'avortement, mais il n'avouerait pas à sa mère. Et d'ailleurs, Fox a légalisé la pilule du lendemain au Mexique. Historiquement, enfin moi j'ai fait tout un travail d'archives, c'est le PAN avait pris position contre le massacre de 1968. Enfin voilà, c'est un parti. Et sur les questions économiques, c'est un parti aussi qui s'est souvent opposé aussi à des politiques très néolibérales parce que c'était des entrepreneurs un peu à la Michelin en France, une espèce voilà, des entrepreneurs avec une vision un peu paternaliste, un peu voilà. Donc c'est une droite qui, mis à part quelques éléments qui sont souvent très médiatisés sur les questions sociétales et quelques membres qui peuvent avoir des relations avec des groupes d'extrême droite, mais pour moi c'est vraiment mineur. C'est un parti voilà. Et plus généralement, je crois qu'il faut préciser que la société mexicaine, très loin des stéréotypes qu'on peut avoir en France, est une société qui est relativement progressiste. Alors déjà, c'est la société la moins pratiquante d'Amérique latine. Il y a toujours cette idée, l'Église catholique, mais pas du tout. Il y a eu une séparation de l'Église et de l'État au 19e, avant la séparation de l'Église et de l'État en France. Il y a eu la Révolution qui est passée par là. Il y a eu quand même une guerre civile autour des questions religieuses, mais bon,
Et plus généralement, les Mexicains sont très peu pratiquants ou ont des pratiques très syncrétiques, mais voilà, il y a très peu d'organisations catholiques très présentes. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, en fait, au Mexique, sur les questions de genre, sur les droits de la population LGBTI+, il y a un discours institutionnel constant. Vous allez dans certaines administrations mexicaines et vous avez des panneaux aux toilettes, toilettes pour femmes, trans bienvenue, toilettes pour hommes, trans bienvenue. Enfin, voilà, et on voit des personnalités politiques parler de leurs enfants qui appartiennent à la communauté LGBTI+. Enfin, voilà. Et on est quand même dans cet environnement-là. Et c'est très loin de la perspective qu'on peut avoir en France. Et donc, la candidature de Xochitl Gálvez, elle s'inscrit aussi dans ce climat mexicain qui est quand même assez progressiste malgré tout, même s'il y a eu des verrous sur certaines choses, mais qui est quand même, il y a eu 30 ans là de très grande évolution de la société mexicaine. Donc, je le disais, il y a la question de l'alliance avec le PRD qui était déjà ancienne et qui s'inscrit dans la rivalité aussi entre le PRD et Morena. Le PRD a été très, très affaibli par les scissions qui ont, enfin, le départ hein, d'une très grande partie de ces cadres politiques à Morena. Et donc, ils avaient déjà fait alliance en 2018. Et alors là où ça peut paraître plus surprenant, c'est l'arrivée du PRI hein, dans cette coalition, donc l'ancien parti hégémonique. Il y a eu un épisode il y a 2 ans qui explique en partie cette coalition, qui a été liée à la volonté de López Obrador de réformer l'instance qui organise les élections au Mexique, qui s'appelle l'Institut national électoral, qui est une institution très puissante, hein, où il y a 14 105 personnes qui travaillent de manière permanente dans cette institution. Il y en a zéro en France, hein, ça n'existe pas, on n'a pas de commission électorale en France. Et par ailleurs, c'est aussi une institution qui a en charge l'élaboration de la seule pièce d'identité qu'a tous les Mexicains, qui sont la carte d'électeur, qui est la carte d'électeur, qui est un document biométrique. Très peu de Mexicains ont de passeport. Et donc, et il y a eu un bras de fer que je ne peux pas expliquer maintenant. C'est des questions assez techniques hein, de réforme électorale. C'était aussi, ça s'inscrivait aussi dans la question de l'austérité républicaine, donc de réduire les budgets, cette instance coûte très, 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 très cher. Il y a eu un bras de fer autour de ça qui a été recodé, à tort ou à raison, par l'opposition comme une velléité antidémocratique de López Obrador. Hein, cet inné qui s'appelait avant IFE a été vraiment l'instrument de la transition démocratique au Mexique, et je le mets un peu entre guillemets, mais il a joué un rôle très, très important. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu des manifestations massives, hein, donc c'était quand même assez fascinant de voir des milliers et des milliers de personnes sortir dans la rue pour défendre une institution, une commission d'organisation des élections. C'est un cas complètement unique à l'échelle internationale. Et c'est à ce moment-là que la coalition s'est vraiment structurée. Il y avait eu des antécédents avant, hein, notamment au moment du gouvernement de Peña Nieto, où ce dernier avait proposé le Pacte pour le Mexique, un paquet de réformes économiques et politiques, et où il y avait eu là aussi une interlocution assez forte entre ces trois partis. Pour terminer donc sur la coalition et sur Xochitl Gálvez, on est quand même dans une situation qui est un peu paradoxale parce qu'en effet, sur le point de vue sociétal, elle est quand même voilà, très, elle se revendique féministe, elle défend les droits de la population LGBTI, elle est pour l'avortement. Sur les questions économiques aussi, alors c'est une entrepreneur, hein, mais en même temps, voilà, c'est pas quelqu'un qui défend un ultralibéralisme. Elle a redit à plusieurs reprises qu'elle maintiendrait aussi les programmes sociaux de López Obrador si elle était élue. Hein. Il disait tout le temps, López Obrador parle, les programmes restent. C'est quelqu'un qui est issu de milieux populaires, alors que Claudia Sheinbaum est issue des classes moyennes supérieures. Qui en effet a en partie des origines indigènes, hein, quand même beaucoup en scène. D'ailleurs, elle est toujours un habit traditionnel.
Et donc, ça contribue à la complexité et peut-être le manque de visibilité à l'étranger de cette campagne, hein, puisque cette candidate, hein, voilà, représente un profil qui finalement aurait pu se retrouver porté par un parti vraiment marqué à gauche, sauf sur le volet entrepreneurial quand même, hein, parce qu'elle a une conception qui est vraiment dans la continuité de la conception du PAN, hein, le premier président de droite, hein, au Mexique, Vicente Fox, disait voilà, un petit commerce pour tout le monde. Il y a quand même un peu cet esprit-là, hein, de voilà, faire de tout le monde un petit entrepreneur. Et donc ça reste quand même très dans la culture, hein, de cette droite mexicaine. Voilà. Merci Hélène. Là, je pense qu'on arrive à la fin, on a déjà dépassé un peu l'heure. Isabelle, est-ce que vous souhaitez faire une petite intervention de conclusion? Alors, de conclusion, bon, d'abord, c'est une campagne électorale qui a commencé bien avant la date prévue. Elle devait commencer en novembre 2023. Elle a commencé, et c'est en fait, disons, Andrés Manuel López Obrador qui a mis le signal, et finalement, tout le monde s'est un petit peu aligné à ces, bon, elle a commencé en juin quand lui-même a désigné les précandidats de Morena, et du coup, l'opposition a suivi le pas. Donc, c'est une campagne extrêmement longue, et ça, je crois qu'il faut le souligner. D'autre part, il y a une énorme violence. Il y a eu 36 candidats assassinés et ça fait 70 si on voit les entourages. Une chose qui est soulignée à l'étranger, qui n'est pas disons au Mexique, c'est le fait que pour la première fois, on a deux candidates femmes. Et, et de candidates femmes, il y en aura sans doute une des deux qui passera, disons, qui gouvernera. Alors que la loi de 2014, en fait, obligeait au niveau législatif à ce qu'il y ait une parité entre femmes et hommes. Il n'y avait pas d'obligation au niveau exécutif. C'est intéressant. Il faut aussi savoir que, par exemple, au niveau des gouverneurs et du prochain chef de la ville de Mexico, il y a 5 femmes comme candidats, 5 femmes et 4 hommes. Donc, c'est intéressant. La polarisation, on parle beaucoup de polarisation. Là, il faut mettre aussi, c'est beaucoup moins évident. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une très grande polarisation. La candidate Claudia Sheinbaum mise beaucoup là-dessus en disant il y a deux projets, il y a le projet de la quatrième transformation et il y a un projet de droite libérale, etc., qui revient. En réalité, cette polarisation, alors évidemment, les autres candidats et surtout Xochitl Gálvez reprend la main là-dessus, mais je pense que c'est aussi un piège parce qu'en réalité, il y a une polarisation sur 30-40% de la population qui est liée à des partis, qui est véritablement politisée. Pour les autres, c'est beaucoup moins évident. Il y a quand même encore un nombre d'indécis qui est très important, au moins 30%, en particulier les jeunes qui vont voter pour la première fois. Donc ça, et c'est peut-être le troisième candidat qui va l'emporter chez les jeunes, Maïnès. Oui, ce que je voulais dire, c'est que 60-70% de la population la société est encore très plurielle. Et il y a des collègues au Colegio de México qui travaillent beaucoup là-dessus pour dénoncer cette fausse polarisation d'une certaine façon. Quant aux candidates, alors je dirais quant à Claudia Sheinbaum, mais c'est extrêmement difficile de savoir quel va être son véritable programme parce qu'elle reste dans le flou, elle est dans la ligne droite véritablement de ce que veut ou attendait López Obrador. D'autre part, la question de fond, on ne saura finalement qui elle est que lorsqu'elle passera. On passera pas, j'en sais rien, mais enfin, si elle arrive au gouvernement. Et je dirais que la question de fond, c'est quand même, est-ce qu'il y aura une rupture entre elle et López Obrador et quand? Normalement, c'est dans la bonne tradition priiste, le dauphin était désigné quelque part par le président sortant et à un moment donné, il rompait. Elle a tout intérêt à rompre le plus tard possible. Alors, d'une part, il lui a laissé un héritage, 20
programme, 20 actions, 20 réformes qui ont été votées, qu'elle devra suivre. Donc, quelque part, elle est entraînée dans cette direction. Je ne sais pas comment elle pourra s'en défaire. Et d'autre part, la rupture, s'il y a rupture, elle devrait intervenir le plus tard possible parce que Andrés Manuel López Obrador a quand même un très grand contrôle personnel, des loyautés personnelles avec tous les chefs de groupe qui appartiennent à Morena et elle n'a pas forcément cette disponibilité, cette possibilité. Donc, elle devrait finir d'institutionnaliser le parti. Ça, c'est un problème. Alors, quant à Xochitl Gálvez, ce qu'on sait, c'est qu'elle met l'accent évidemment sur l'insécurité. C'est évidemment un atout majeur pour elle parce qu'elle promet qu'il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas abrazos, no balazos, qu'il y aura une lutte réelle contre le FRAPA, c'est autre chose, mais enfin, c'est son grand programme. C'est quelqu'un qui a été élu, alors c'est quelqu'un qui, son avantage, disons, c'est qu'elle n'appartient à aucun parti, ni au PRI, ni au PAN, ni au PRD, donc elle est d'une certaine façon libre. Elle a effectivement travaillé avec Fox, avec Vicente Fox, qui était homme de... un homme de parti, elle était un homme du PAN, et elle travaillait avec les communautés indiennes, etc. Et enfin, oui, elle est plutôt progressiste. Et durant la campagne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme d'une certaine façon. Elle parle assez librement, etc. Et donc, une partie de la population et des classes moyennes est attirée par ce personnage. La surprise, ça sera le troisième candidat de mouvement citoyen. Combien de voix aura-t-il? Alors, je crois qu'il essaie de miser sur 12-15%. C'est un parti nouveau. Donc, bon, ben, les, les jeux sont à faire. Voilà ce que je voudrais dire. De façon très, très brève, parce qu'il y a plus du tout de temps. Non, effectivement, il n'y a plus du tout de temps. Il y a Hector Leiva Olivo qui nous dit est-ce que la présidence d'AMLO pourrait être un exemple pour l'Europe, pour la France et pour le monde? Je sais pas, je peux vous redonner la parole pour dire ce que vous en pensez, mais enfin, en tout cas, nous, on pense que les modèles, ça n'existe pas. Chaque contexte national est spécifique, contexte régional aussi. Néanmoins, ce qu'on a voulu faire avec ce cycle sur le retour de la gauche en Amérique latine, c'est quand même donner à voir ce qu'il était possible de mettre en œuvre en termes de politique progressiste à destination des catégories populaires dans le contexte d'aujourd'hui, alors que les politiques néolibérales sont dans une crise avec des conséquences sociales catastrophiques et politiques aussi qu'on expérimente nous en Europe avec la montée des extrêmes droites partout. Donc, il est nécessaire de mettre en place d'autres politiques et des politiques de transformation sociale radicale. Donc, on a vu quand même, grâce à vos compétences et à la précision des éléments que vous avez apportés ce soir, qu'il y a des choses qui ont été réalisées. Et merci aussi d'avoir apporté une analyse critique qui permet aussi d'être dans une approche constructive pour faire mieux. En tout cas, on a vraiment fait une plongée dans la société mexicaine, une société progressiste de laquelle on a quand même beaucoup à apprendre, ne serait-ce que par la féminisation de la vie politique et de la vie militante. Ça, je pense que c'est un exemple pour l'ensemble du monde. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation et pour votre patience à répondre à toutes nos questions. Je remercie également les personnes qui ont assisté à cette rencontre. La vidéo, l'enregistrement sera disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. Sur la question de l'énergie, je vous invite à commander le livre qu'on vient de publier aux éditions de la Fondation Gabriel Péri, qui sont les actes d'un colloque qu'on a organisé au Sénat et qui s'intitule L'énergie, bien commun de l'humanité, où vous trouverez notamment une intervention de l'ancienne secrétaire générale du syndicat des travailleurs de l'industrie pétrolière au Mexique sur la longue bataille qu'ils ont menée. Et puis voilà, on a aussi d'autres rendez-vous à venir à la Fondation. Je vous invite à nous suivre à travers notre newsletter. Et puis bien sûr, on va suivre avec beaucoup d'intérêt le scrutin de ce week-end et les élections de dimanche, en espérant bien évidemment que Claudia Sheinbaum l'emportera et qu'elle aura une majorité pour poursuivre la politique de transformation sociale. Merci à vous deux, merci Isabelle, merci Hélène depuis le Mexique. Bonne Merci soirée à à tous. Au revoir.